Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Playoff. On est de retour après cette semaine 5 de compétition, une semaine 5 qui a vu des résultats tous aussi dingues les uns que les autres, des retournements de situation, des victoires là où il devait y avoir des défaites et des défaites là où il devait y avoir des victoires. Bref, on a tout vu. On n'a plus d'équipe invaincue. C'est la grande nouvelle. On a une équipe qui n'a toujours pas gagné. Et c'est pas celle qu'on croit. Et oui, c'est pas les Saints. C'est bien les Jets de New York, qui n'ont toujours pas gagné. On va parler des équipes donc qui ont chuté, notamment les Eagles et les Bills. On va parler des questionnements autour des Bengals de Cincinnati et du poste de quarterback. On va parler aussi des Ravens qui glissent doucement dans le fond du classement de l'AFC. Nous allons ensuite donner nos coups de gueule, nos coups de cœur de cette semaine 5. Bref, une heure de divertissement et de bonne humeur autour de la NFL et d'analyse pertinente. En parlant d'analyse pertinente, mon Seb, salut Seb, comment ça va? Bonsoir Flav, bonsoir à toutes, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Il s'est à nouveau passé plein de choses ce week-end. Comme tu le disais, on n'a plus d'équipe invaincue. C'est sans doute l'une des grosses news de cette semaine. D'autres ont triomphé, mais méritent-ils leur bilan? On va débriefer tout ça. Et avant qu'on se lance, je vais en profiter, une fois n'est pas coutume, pour passer un grand bonjour à mon pote Nicolas, un ex-coéquipier qui hier soir, à ma grande surprise et à son grand bonheur, était mon envoyé spécial en direct du MetLife Stadium où il a assisté à Jets Cowboys. Voilà. Donc Nico, si tu nous écoutes, j'espère que tu en as bien profité de ta première expérience NFL. On salue Nicolas, on salue. Bah du coup, il a vu la seule équipe qui a pas encore gagné. C'est bien. Eh oui, ce qui est une sorte de croix à faire sur le calendrier. Pardon? Il est fan des Jets? Pas que je sache, pas particulièrement. Non. Je crois qu'il a saisi l'occasion d'aller voir un match. Ne l'accable pas, le bonhomme. C'est l'occasion qui a fait le larron. Puisqu'il parle, on va lui donner la parole. Mon Vince est avec nous. Salut Vince, comment ça va? Salut à tous, salut à toutes. Ben, ça va très bien. Comment ne pas aller en ce lundi aujourd'hui? Alors, bon, autant être franc tout de suite. Je vais être pénible. Je vous coupe l'herbe sous le pied. Oui, encore plus que d'habitude. Je vais être pénible ce soir. N'en doutez pas. J'ai un sujet aux petits oignons. Ça va être au top. Voilà. Et alors, celui qui sera aussi utile à ce podcast que son équipe est utile à la NFL, celui qui vit dans le passé, puisque dans le présent, son équipe a encore fait preuve de son niveau misérable, minable, il n'y a même plus de mots pour le déterminer. C'est mon Yaya. Salut mon Yaya, comment ça va? Bah écoute, ça va, je sers à peu près autant, effectivement, que ta franchise qui fait pareil et aussi minable, mais qui a réussi à être moins minable, ou ton quarterback qui a gagné son premier match après 10 starts. 11. Bon, oui, mais 10 starts perdus. Oui, là, c'était le 11e. Oui, mais bon, c'est pas... Voilà, que dire? Bon, si vous n'entendez plus parler de moi, appelez les secours, tout ça. Enfin, bref. On appelle le 26-14? Non. C'est le numéro des secours. Ce sera 36-15 ULA plutôt. Seb, t'as vu dans quel cours ils se battent? Nous, on se bat dans la cour. Non, attends, t'as même pas remercié qui a battu les Chargers, hein? Mais Vince, faut se rendre compte d'un truc, c'est que les deux zigotos là, ils croient se battre pour le first pick en 2026. Mais non, il y a plus nul que. Même ça, ils vont peut-être pas l'avoir. Tu te rends compte? Là, actuellement, il y a plus nul qu'eux. Et de toute façon, vu qu'il y en a un des deux qui a eu la mauvaise idée de gagner ce match, forcément, il s'est sorti lui-même de la course. Même le vainqueur a perdu. C'est extraordinaire quand même. C'est une sorte d'exploit. Oui, c'est vrai, mais d'un autre côté, vous les Niners, vous avez peut-être gagné la course en fauteuil roulant, mais vous nous battrez quand même. Les Broncos, le pire, c'est qu'on avait bien démarré pour perdre ce match. On y reviendra, hein, mais on était bien parti pour le perdre ce match-là. On est sûr d'y revenir vraiment parce que on va revenir. Mais si, je suis sûr, on va revenir. Yaya, il va bien nous mettre un peu pour Jackson Dart. Il y a des chances. Avant de parler de toutes ces réjouissances, on va parler de bonnes équipes. Et donc, on va donc sûr pas parler des Giants, ça c'est certain. On va parler des Eagles de Philadelphie, qui recevaient les Denver Broncos. Alors, tout semblait plutôt bien se dérouler pour nos amis de Philadelphie. Ils menaient plutôt tranquillement dans la deuxième mi-temps. Je crois que c'était 14 points d'avance, 17-3, je crois, menait-il.
Et puis voilà que tout s'est enrayé, voilà que les Broncos, à dos de leur petit cheval fougueux, sont remontés tout doucement sur les aigles et ont fini par piétiner ces petits aigles. Et pour nous en parler, qui de mieux que celui qui a non seulement vu tout le match, mais a aussi fait le résumé pour The Playoff, mon cher Vince. Alors, heureux? Très heureux forcément. Rabis-toi. Je suis tout nu depuis hier. D'ailleurs, j'ai attrapé un rhume. Merci à mon équipe favorite. Mais non. Alors, plus sérieusement, il y a énormément de choses à dire sur ce match. Je vais essayer de ne pas faire un tunnel beaucoup trop long et surtout de ne pas me focaliser énormément sur les Broncos parce qu'il y a beaucoup de choses à dire des deux côtés. Déjà, ce match, il a été hautement défensif. Et ça, je pense que la plupart des gens qui ont regardé le match, qui ont regardé au moins les 40 minutes, l'ont vu. C'était une avalanche de défense des deux côtés, vraiment impressionnante en début de match, où il y a eu, je ne sais plus combien de punts, je crois qu'il y a 4 punts dans le troisième quart, il y a 8 punts dans la première mi-temps, c'est vraiment énormément de stops des deux côtés du terrain, et ça, forcément, on a retrouvé quand même une belle défense des Eagles, et une excellente défense des Broncos. Là-dessus, il faut vraiment pas en douter. Après, le match, il s'est déroulé avec les Broncos qui n'arrivaient pas à mettre un pied devant l'autre en attaque, qui n'arrivaient pas à trouver de solution, qui n'arrivaient pas à trouver de jeu, ne serait-ce que de course ou de passe. Ils essayaient, ils n'y arrivaient pas. Au contraire, Philadelphie qui a réussi à mettre de plus en plus d'impact en défense. La preuve en est ce drive en début de deuxième quart où ils arrivent dans la red zone et ils se font expulser de la red zone par 2 fautes. Alors, il y a une grosse faute, puis après c'est un sac sur Bo Nix et ils ne peuvent même pas tenter le field goal. De l'autre côté du terrain, on a les Eagles qui au contraire mettent en place un jeu de passe, beaucoup de passes au départ, pour ouvrir le jeu de course, qui leur amène justement ce premier TD. Très intéressant d'ailleurs cette construction de jeu, de plan de match de la part de Sirianni, puisque on a vu vraiment ouvrir au jeu de passe. Et derrière, Barkley qui a réussi à trouver un peu plus d'espace à la course et qui a ouvert vraiment ce jeu de course. Et Barkley, on l'a retrouvé d'ailleurs dans le deuxième touchdown de ces Eagles sur une passe cette fois-ci, en début de troisième quart. Et puis, patatras, on voyait les Eagles vraiment maîtriser la situation, maîtriser ce match. On sentait la défense des Eagles avoir vraiment pris le pas sur cette attaque des Broncos. Et puis finalement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est Bo Nix qui s'est réveillé? Est-ce que c'est Sean Payton et le coach offensif qui ont changé des choses? Je n'arrive pas vraiment à le savoir. Toujours est-il que ce quatrième quart a été remporté 18-0 par les Broncos, alors qu'ils étaient menés 17-3 en début de ce quatrième quart. Ça a été clairement une asphyxie totale de la défense des Broncos sur cette attaque des Eagles, et au contraire, on a vu un jeu se développer sur les deux côtés, sur les deux phases pour l'attaque des Broncos, autant à la passe que à la course, et ça a vraiment été une vraie stratégie, un vrai match d'échecs que ce match-là. Et force est de constater que ça a été remporté par Sean Payton et le coaching staff des Broncos. Pour finir juste sur ce match, après je vais laisser mes collègues en parler et rentrer un peu plus dans les détails, mais moi une stat, et j'ai appuyé dessus tout de suite dans le résumé que j'ai fait et sur l'espace de communautaire qu'on a et d'échange, la stat qui m'a vraiment marqué, c'est le Jalen Hurts qu'il ne fait dans le match seulement que 2 courses. Il ne fait que 2 courses pour 3 petits yards de gain. En fait, la défense des Broncos, a réussi quelque chose incroyable, à savoir canaliser cette attaque en évitant tous les débordements. Regardez bien les jeux, regardez bien les edges. Il n'y a pas un jeu qui part à l'extérieur du côté, en course, j'entends, du côté des Eagles. Tout a été condensé sur le centre du terrain. Mêlé à ça avec une pression défensive de la part des inside linebackers et des nose tackles qui mènent à 6 sacs dans le match et beaucoup de plaquages pour perte, et bien voilà, on en est là. On en est sur une domination nette et sans bavure de la part des Broncos. Ils ont trouvé peut-être la recette pour bloquer. Alors, je vois Seb faire la moue, oui, une domination dans le quatrième quart, pardon. Mais est-ce qu'ils ont trouvé le match intéressant? Est-ce qu'ils ont trouvé la solution pour bloquer ces Eagles en attaque en bloquant complètement les courses extérieures? C'est peut-être le cas.
Je ne sais pas, mais en tout cas, vraiment, de la part du coaching staff, j'ai trouvé ce choix très intéressant et ça a payé. Mon Yaya, j'ai une question d'un joueur que tu connais bien. Saquon, 6 courses, 30 yards, 5 yards par course en moyenne, et une course de 17 yards. Est-ce que Saquon est mal utilisé par rapport à l'an dernier? Mal, je sais pas, mais il a souvent été comme ça. C'est-à-dire qu'il a souvent statistiquement ramené par des gros jeux. Et s'il fait pas de gros jeux, c'est compliqué. Mais là, je pense qu'effectivement, c'est plus une question de match-up et le game plan décidé. Donc peut-être que du côté de Nick Sirianni, et les appels de jeu, on sait. On n'a pas changé son fusil d'épaule en cours de match. Alors on sait que c'est une équipe qui aussi veut aller loin, ménage certains jeux, les cache. C'est peut-être plus pour ça, c'est plus dans ce sens. Après, un match sans, ça peut arriver. 45 yards au sol, ouais. Au total, pour les Eagles, 45 yards au sol, mais en seulement 11 courses. Hein. En 11 jeux. Voilà, ouais, ils n'ont fait que 11 courses. Hein. Ouais, voilà, donc tu vois, à mon avis, il y a plus quelque chose à aller chercher dans les appels de jeu. Oui, à mon avis, c'était une volonté tactique pour le coup de pas forcément appuyer. Ouais, mais à côté de ça, du coup, ça a ouvert, ça a permis du côté de Denver de saquer 6 fois le quarterback adverse. Ouais. Mon Seb, il y a quand même, et là je vais rebondir sur quelque chose que tu as dit la semaine dernière. Rebondis. Et non, mais c'est là qu'on voit la spécialité. Tu vois, vous me demandez toujours pourquoi Seb est mon chouchou, parce que il a des analyses tellement pertinentes que même la semaine suivante, je peux m'en servir. Alors, la semaine dernière, mon Seb a dit que quand on s'était posé la question, a-t-on retrouvé les Eagles 2024 après la victoire face aux Buccaneers, t'avais dit va falloir être prudent quand même, parce que ils ont joué quasiment qu'une seule mi-temps. La deuxième mi-temps avait été très compliquée. Encore là, hier, la deuxième mi-temps est très compliquée. La semaine d'avant, contre les Rams, c'était la première mi-temps où ils étaient passés complètement au travers. Finalement, c'est le problème de ces Eagles, ce serait pas de jouer enfin 2 mi-temps complètes? Alors, je vais pousser un petit peu plus le raisonnement justement que j'ai eu la semaine dernière, parce que j'y ai repensé également en regardant ce match. J'ai l'impression que les Eagles ne savent pas qui ils sont cette saison. Alors, ils sont champions en titre, ça paraît vraiment paradoxal de dire ça, mais effectivement, comme l'a souligné Vincent, comme tu l'as souligné toi-même, ils avaient une avance très confortable de 14 points. Ils avaient un jeu de passe qui semblait être de retour. On n'oubliera pas les déclarations de A.J. Brown en début de semaine, où il exprimait de façon un peu cryptique sa déception quant biblique, à je dirais même. Voilà, biblique plus exactement, sa déception quant à sa place dans le dispositif offensif. Et on a une attaque qui cale complètement en deuxième mi-temps, qui reste muette. Alors elle reste quand même pas muette pour rien. D'abord, il y a peut-être ce choix de réduire le jeu au sol qui moi me pose question. Il faut noter que le susnommé A.J. Brown a été très très bien tenu par Patrick Surtain, qui lui a fait la misère pendant 4 quarts-temps. Alors au début du match, c'était mal parti pour Surtain. C'était mal parti parce que Brown a joué sur son physique, mais Surtain, et à la toute fin de match, c'est Dallas Goedert qui a été très très bien tenu sur le dernier lancé. On en parlera juste après, s'il te plaît. J'ai un mot à dire moi aussi là-dessus. Donc en deuxième mi-temps, l'attaque est restée muette, et ça c'est un peu une constante cette saison chez Philadelphie, ces espèces de longs trous d'air dans une attaque qui se met à piétiner ou qui se laisse prendre, qui sait, au piège de la défense adverse. Toujours est-il que, comme Yaya l'a souligné, 6 sacs encaissés par les Eagles, 9 passes déviées par la défense de Denver, c'est quand même pas rien, et c'est la fin d'une série de 12 victoires consécutives à domicile pour Philadelphie. Ça non plus, c'est pas rien. Du côté de Denver, je dirais qu'on est... un peu de contexte quand même, on peut pas mettre sur le même plan la recherche d'identité des Eagles et celle de Denver, que j'estime être encore une équipe en développement. C'est encore un work in progress.
Et eux ont débuté vraiment lentement. Et ça aussi, en attaque, j'entends, ça aussi, c'est un peu une constante chez eux cette saison. Ça pourrait se retourner contre eux, contre des équipes qui seraient peut-être un petit peu plus vaillantes. Toujours est-il que ils ont trouvé leur mojo comme il le fallait. En quatrième quart-temps, Bonix, il nous fait un 9 sur 10 et 127 yards, alors que lors des 3 quart-temps précédents, il accumule la moyenne famélique de 4 yards par tentative de passe. Ils auront 3 drives victorieux qui vont bouffer le chrono, littéralement 12 minutes au total. Il y a cette pénalité de Zach Bone en fin de match sur une brutalité qui prive Philadelphie d'un stop qui aurait pu changer la physionomie du match. Et les pénalités, alors parlons-en pour Denver, 12 pénalités pour 121 yards, dont 2 grosses interférences et 2 holdings sur les retours de kick-off. Là aussi, attention, la victoire est belle. Pour moi, ça reste malgré tout un match référence pour Sean Payton et les Eagles, mais attention, l'édifice est encore un peu fragile. Moi, il y a une chose que je veux noter sur ce match, c'est 0 turnover de chaque côté. Ça a été très propre. Exact. Ouais. Malgré la rudesse des défenses. Je pense qu'il y avait beaucoup de choses par rapport à ça. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un match très défensif. Les game plans, ça se regardait un peu en chien de faïence. Je pense Et la faïence, ça te connaît, toi? Oui, exactement. Mais c'est ça qui est étonnant. Philadelphie, ils ne devraient pas regarder l'adversaire en champ de faïence. Ils sont censés leur marcher dessus. Tu vois ce que je veux dire? Je ne parle pas pour Denver. Je veux dire, vu que c'est une constante quand même sur 5 semaines, moi, ça me paraît étrange. Souviens-toi, non pas l'été dernier, mais l'an passé. C'était un jeudi. Voilà. Souviens-toi, on avait suivi le chemin des amoureux. Voilà, tout à fait. L'année dernière, ils avaient commencé pareil, très très doucement. Et est-ce que, par superstition, ou alors en se disant l'an passé, ça a fonctionné, on va recommencer cette année? Donc, tu vois, moi, par rapport à ça... C'est une tactique de commencer doucement et de tout lâcher à la fin. Hein. Voilà, tout à fait. C'est une tactique. Mon Vince, tu voulais parler de l'interférence de passe. Juste avant, aussi pour rebondir sur ce que disait Seb et peut-être aussi le problème offensif des Eagles dans ce 3e et 4e quart, c'est qu'il ne faut pas oublier quand même qu'on a un blessé qui arrive au début du 3e quart, en la personne de Landon Dickerson. Eh ben oui, forcément. Mais attention, c'est le garde gauche et forcément c'est le garde gauche. C'est le garde-côte. C'est le garde gauche et forcément il garde son côté donc fermé qu'il ne voit pas et ça peut jouer énormément dans les appels de jeu et dans la capacité de Jalen Hurts à trouver des espaces. Surtout que c'est pas la première fois, après je te redonne la parole, c'est pas la première fois qu'ils perdent un joueur de ligne offensive, c'est pendant un bout du match depuis le début de la saison, c'était déjà le cas en première mi-temps contre les Rams, c'était déjà le cas la semaine dernière aussi. Donc forcément, et à chaque fois, forcément ça déséquilibre l'équipe. Forcément, ça va bien marcher ça maintenant. Va bien maintenant. La DPI contre Dallas Goedert. Alors, déjà... Oui, elle y était. Merci Vince. Alors, non, juste pour dire que en tant que fan des Broncos, je suis forcément heureux du match, mais je suis vraiment très triste de voir ces appels de jeu et ces coups de sifflet qui viennent ou qui ne viennent pas et qui sont vraiment différents en fonction des situations et des matchs. Oui, il y a interférence de passe sur l'avant-dernier jeu. Oui, il y a intentional grounding sur le deuxième intentional grounding d'ailleurs de Bonix. Oui, il y est clairement. Là, il n'est pas sifflé une première fois, il est sifflé puis revu pour être annulé. Oui, je suis d'accord. Le 4e quart, de manière générale, a été vraiment à faveur des Broncos. Par contre, le match en général a été mal arbitré. Hein, voilà, revenons à avant, dans le troisième quart, il y a deux ou trois actions qui me font sortir de moi en tant que fan des Broncos, quand je vois... T'es sorti de toi-même. Je suis sorti de moi-même, qui était déjà tout nu, alors imagine. Mais oui, il y a une interférence de passe, une interférence de passe à un moment donné, qui est flaguée par l'arbitre. L'arbitre de central arrive et dit non, il n'y a rien, et il annule le flag. C'est incompréhensible, on ne comprend pas pourquoi, on ne comprend pas ce qui se passe. Et quand on regarde les images, elle y est cette interférence en plus. Donc,
Voilà, j'ai trouvé le match très mal arbitré de manière générale et c'est assez frustrant. Je reconnais en tant que fan des Broncos que oui, on a été clairement avantagé par la décision arbitrale du 4e quart et merci, j'ai perdu son nom, merci à A.J. Brown d'avoir enlevé les mains de Devonta Smith sur la dernière réception. Mais de toute façon, je pense que pour l'arbitrage, on va pas faire le débat aujourd'hui. Non, bien sûr, ça sert à rien. Mais il va falloir revenir à un principe simple, c'est-à-dire que toutes les fautes peuvent être revues quand les arbitres en ont besoin, et c'est tout. Il n'y a pas besoin des challenges, il n'y a pas besoin de tout ça. Je veux dire, là, les mecs, ils regardent 3 fois l'image. Déjà, nous, en direct, on l'a vu. Ils voient 2 ralentis, ça suffit à voir qu'il y a DPI terminé. On en parle plus. Il n'y a pas besoin d'une demi-heure de ralenti. Hein. Et c'est vrai qu'on avait parlé un petit peu sur les Eagles là avec les flags qu'ils avaient favorisés par rapport aux Chiefs. Ben là, le dernier quart, on l'a vu, hein, franchement non quoi. Donc il faut arrêter avec ça. Les décisions sur toute une saison, ça normalement, ça a tendance à s'égaliser. Après, les équipes dominantes, forcément. Eh ben, elles auront plus d'appels de jeu. C'est évident. On passe au Bills. Une petite chose, puisqu'on parlait d'arbitrage. Oui, alors rapidement, parce qu'on va être à une demi-heure sur les Broncos. Hein, non, je voulais juste passer le bonjour à Marine, notre arbitre qui nous écoute. Et je salue Marine, que j'ai vu également à l'Euro Flag. Je la salue bien bas. Et je suis désolé, elle n'a pas eu sa photo avec Peter Anderson, mais promis, je suis en train de négocier avec Peter une photo dédicacée. Les Bills de Buffalo qui étaient donc, qui recevaient tout de blanc vêtus les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, invincibles, pensait-on, dans leur antre de Buffalo, et pourtant, les Bills ont chuté. Les Bills ont chuté notamment, Seb, à cause de turnovers avec des fumbles à l'appel, notamment au début de match. 3 turnovers, 11 pénalités pour 90 yards. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter pour Buffalo? Est-ce que c'est annonciateur de problèmes à venir? C'est fort possible. Après, ces turnovers, ils n'arrivent pas tout seuls. Hein. Ils sont quand même provoqués par la défense de New England. Mais le premier quart-temps, sur ce plan-là, ça a été le quart-temps de l'horreur. Le début, ça a été c'était affreux. Fumble, je te redonne un fumble, je Mais c'est ça. Parce qu'il y a... Alors, j'ai plus l'ordre en tête, mais il y a un fumble de Josh Allen qui heurte son tight end qui est en motion au moment où il se retourne. Sur le drive suivant, il y a l'action après. Sur l'action suivante, oui. Parce qu'en effet, New England recouvre, repart en attaque. Action suivante, je crois que c'est Ramondre Stevenson qui perd la balle sur sa course. Bref, c'était... Et après, tu as double punt et refumble des Bills. Et refumble des Bills sur le retour. Enfin bref, c'était très inquiétant pour le niveau général de la rencontre, tout de même. Donc mais ces turnovers, c'est tout de même la défense de New England qui les a provoqués. Il faut noter que Buffalo n'avait fait qu'un seul turnover en 4 matchs auparavant. Donc, véritable exploit, hein, une défense de New England et même l'attaque de New England, je vais y revenir, qui a donné une vraie bagarre aux Bills. Bagarre à laquelle ils ne s'attendaient pas, à mon avis, de la part de New England. En attaque, alors May et Diggs ont vraiment performé, mais ils n'ont pas marqué étonnamment. C'est Ramondre Stevenson qui marquera 2 fois. Drake May finit avec 273 yards. Et Stephen Diggs, qui a été étincelant, 10 réceptions, 146 yards. C'est la première fois pour lui qu'il a 4 matchs consécutifs à 100 yards depuis 2023. J'ai trouvé que sa connexion avec Drake May était de très bonne qualité. Du côté de Buffalo, donc, s'inquiéter des turnovers et des pénalités, certes, mais New England était jusqu'ici leur seul adversaire avec plus d'une victoire au compteur, et ça aussi, il faut peut-être s'en inquiéter au vu de la physionomie du match. Alors, ils avaient énormément de blessés en défense, Ed Oliver, Matt Milano qui sort en cours de match, ça fait mal au corps de linebacker, et même s'ils ont accumulé 4 sacs, le pass rush n'a pas été assez mordant pour empêcher Drake et Diggs de faire leur festival. Et le plus surprenant pour eux, ça a été le manque d'application de leur attaque. Tout a vraiment semblé bâclé. Le fumble de Allen, il y a une interception dans la red zone, il y a un fumble de Keon Coleman, et ça va être la fin d'une série de 26 matchs pour eux, où ils ont eu un ratio entre les pertes de balles et les gagnés
C'est la première fois en 26 matchs qu'ils perdent plus de ballons qu'ils en gagnent. Alors, pour New England, comme pour Sean Payton, pour Mike Vrabel, c'est un match référence. Pour moi, c'est vraiment la preuve que le programme qu'il a mis en place aux Patriots progresse, est en train de suivre son chemin, de faire des petits. On a dit que New England allait monter. Là, on en a peut-être la preuve après avoir été un peu moins convaincu lors des 4 sorties précédentes. Pour Buffalo, alors, c'est difficile pour le moment de savoir si c'est juste une mauvaise journée au bureau ou s'il y a là quelque chose en germe de plus profond. J'ai un petit peu de mal à le croire. Ça me décevrait énormément de la part de cette organisation, mais l'avenir le dira. Alors, je ne sais pas qui est le prochain adversaire des Bills. Si quelqu'un a le calendrier Alors, sous les je vais te le dire dans une seconde. Ils jouent les Falcons à Atlanta. Il y a peut-être moyen de se et après, ils vont chez les Panthers. Ouais. Il y a peut-être moyen de se refaire. Ils ont la bye week entre-temps, non? Ils ont la bye week entre-temps, tout à fait. Atlanta, c'est un peu en dents de scie. Le prochain gros choc, c'est contre les Chiefs dans un mois. Et là, ce sera le test. Mais déjà, Atlanta, ça peut être un match piège aussi bien qu'un moyen de se refaire la cerise pour eux et de se rassurer en se disant que ce qui s'est passé pendant le match, c'est un accident. Mais bravo à New England, c'est ce qu'on attend de leur part, qu'ils montent en puissance et qu'ils secouent un petit peu la hiérarchie dans cette AFC. Ah bah justement, la passe décisive est très bonne, mon Yaya. J'ai eu Wake tout à l'heure par message qui me disait ça y est, les Patriots ont renversé la division. Ils ont clairement remplacé les Bills en tête de la... Alors, ils sont pas encore en tête, hein, mais ils vont les remplacer d'ici la fin de la saison. Est-ce que pour toi, ce match est annonciateur d'un changement de shérif en ville? Alors, j'aurais pu te dire oui, mais comme Wake vient de l'annoncer, il va porter le mauvais œil. Voilà, on le connaît. Ça fait quoi? Ça fait 10 ans qu'il nous dit que New England va gagner. Au moins 10 ans. Non, mais c'est vrai, il regardait pas la NFL à cette époque-là. C'est surtout que tu le connaissais pas. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que ma vie s'en portait pas mieux? Non, mais c'est... La mienne, non. J'aime beaucoup mon Wake. Oui, moi aussi, j'aime beaucoup me moquer de lui. Et n'oublie pas qu'il parle allemand, donc attention, il faut toujours se méfier à quelqu'un qui parle allemand. Plaisanterie mise à part, c'est pas un match qui fait changer la hiérarchie. Est-ce qu'ils ont pris le match un peu à la légère? Je pense pas, mais c'est effectivement la seule stat vraiment négative pour Buffalo, c'est le nombre de turnovers, et ça se joue là-dessus. Voilà, en termes de possession, ils sont devant. En termes de yards, ils sont devant. En termes de first down, alors oui, ils ont plus de pénalités et voilà, et moins de sacs, enfin, encaissés. Donc, c'est pas non plus le match dominé, renversé, celui qui te marque au fer rouge et qui te dit ah ouais, mais là maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est beaucoup trop tôt pour le dire. Oui, quand tu es fan, tu espères ça, que l'équipe qui domine la division depuis des années va chuter. C'est comme si tu demandais à Vince si les Broncos allaient faire chuter les Chiefs. Il va s'enflammer à la moindre étincelle. Donc du coup, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Malgré tout, je suis d'accord avec Seb. Le projet New England est en très bonne voie et est en passe de devenir ultra, ultra sexy. Et Boston, avec un gros pouvoir d'attraction, va pouvoir attirer beaucoup de joueurs par la suite. Donc, peut-être pas encore, mais c'est sur des bonnes rails. Et on met un gros pouce, un big up sur Mike Vrabel. Vince, Stephen Diggs qui a retrouvé les Bills, il nous a fait le coup de l'ex qu'on veut pas oublier. Bah, c'est toujours pareil, hein, ça arrive souvent. Alors que toi, elle te jette des trucs au visage, toi. Elles veulent pas trop voir.
On a l'impression que c'est un peu monnaie courante en fait. Alors après, on s'attarde beaucoup sur ces retrouvailles, donc on les regarde beaucoup et on les dissèque de Ah toutes ouais, parts. là, ils les ont vus, 10 réceptions. Mais voilà, là c'est ce que j'allais dire, c'est que là c'est lui qui les a disséqués, parce que bon, on parlait de 10 réceptions, mais il a été visé 12 fois, hein, donc ça veut dire clairement qu'il en a loupé que 2, et encore il y en a une qui est loin. Je dirais même qu'il les a séqués. Allez, voilà. Après, moi j'aime beaucoup ce qu'a dit Seb, et je comprends un peu pourquoi c'est ton préféré, parce que c'est vrai que c'est le plus intelligent d'entre nous. Mais j'aime bien ce qu'il a dit sur le projet progresse, et c'est le bon mot à utiliser. C'est-à-dire qu'on cherche une progression. Toujours les bons mots. Je pense que du côté de New England, le pire des ennemis, c'est l'enflammade. Calmez-vous, tranquille. Il faut progresser, il faut bâtir quelque chose sur du long terme. Le but, ce n'est pas de gagner le Super Bowl et de replonger dans les bas-fonds de la NFL. Non, il faut construire, il faut profiter un peu de cette construction. Et je trouve que là, effectivement, il y a beaucoup d'ingrédients qui commencent à mixer ensemble. Donc c'est très bien pour ça. Les 4 prochains matchs des Patriots, c'est 4 matchs à leur portée, puisqu'ils vont chez les terribles Saints, ils vont chez les terribles Titans, ils reçoivent les formidables Browns, et ils reçoivent les Falcons eux aussi. Donc, allez savoir, on peut très bien se retrouver avec des Patriots dans 4 journées, avec 4 victoires de plus, et ça serait, somme toute, assez très positif pour eux. La défaite contre les Raiders en début de saison pourrait faire tâche à la fin. On passe donc les 2 équipes qui ont été invaincues et qui ont perdu, c'est fait. On va passer maintenant à 2 équipes qui inquiètent particulièrement, 2 équipes qui en plus se trouvent en AFC Nord. On va commencer avec les Bengals de Cincinnati qui étaient opposés aux Lions de Détroit, victoire 37-24 des Detroit Lions. Que les Lions aient gagné, j'ai envie de dire, c'est pas trop le problème, et c'est pas forcément extrêmement surprenant de la part des Lions. On va juste dire un petit mot rapidement sur Détroit. C'est leur 4e victoire de la saison. Ils sont sur 4 victoires consécutives. Ils ont passé 52 points aux Bears, 38 aux Ravens, 34 aux Browns, 37 aux Bengals. Yaya, juste en un mot, est-ce que on a retrouvé les Lions conquérants et offensifs de l'an dernier? Moi, je m'inquiète. Amon-Ra St. Brown n'a pas marqué touchdown. C'est vrai, c'est pas bon pour ma fantaisie, mais j'ai quand même plié tuture, donc c'est pas grave. Oui, il a pas fait son équipe, il a oublié de faire son équipe, encore une fois. Même moi, je l'ai battu. Il a pris tous les joueurs des Bengals, forcément, il n'y a plus personne. Et non, il avait Bijan Robinson, mais il l'a laissé comme ils sont en repos, les Falcons. Enfin bon, bref. Et c'est étonnant. Oh, mais j'ai oublié. Bon, bref. Difficile à dire du côté des Lions. C'est pas la saison régulière qui dicte ce qu'ils doivent faire. Le résultat de leur saison, eux, ça va être la montée en puissance avec les playoffs. Pour moi, c'est ça qui va être le vrai juge de paix. Ils sont parmi les équipes qui doivent challenger Philadelphie. Donc, du coup, c'est à ce moment-là. Oui, ils sont toujours très forts et ça va continuer. C'est même pas une question. Après, est-ce qu'ils vont gagner la division avec des Packers qui, s'ils ne font pas de bêtises, ça va... Division surcotée, s'il en est. Ah bah oui, ça oui. On en parle, mais non, même. Enfin, pour moi, l'Est est bien supérieur. L'Ouest, pardon, est bien supérieur. D'accord. Oui, non, mais c'est un argument qu'on débattra, on en débattra à un autre moment. Les Bengals, on en revient aux Bengals de Cincinnati. Alors, les Bengals, c'est à peu près comme un ministre sous le corps nu, ça sert à rien. Voilà. 24 points pour Cincinnati, mais le plus inquiétant, mon Seb, c'est pas les 24 points marqués aux Lions, c'est qu'à la fin du 3e quart-temps, ils n'en avaient inscrit que 3, les Bengals. Et c'est là le gros problème. Alors, on a eu, je résume pour ceux qui n'ont pas suivi tous les développements, la semaine dernière, après le match de la semaine dernière, la défaite, Zach Taylor avait dit: je garde toute ma confiance en Jake Browning, c'est un quarterback capable de nous faire gagner, c'est toute l'attaque qui déraille, ça n'est pas forcément de son fait.
ce soir, ou plutôt dimanche soir, Zach Taylor a ouvert la porte à un changement de quarterback du côté des Bengals de Cincinnati en disant que toutes les options étaient possibles. On sait que généralement quand un coach dit ça, on peut s'attendre dans les 2-3 jours à avoir un changement de quarterback. Le problème, c'est que pour McKee, parce que pour l'instant derrière, c'est Mike White, c'est Brett Ripien, c'est pas des joueurs qui sont forcément des vedettes capables d'emmener les Bengals haut. Alors qu'est-ce qu'ils doivent faire les Bengals, Seb ? Balancer la saison ? Aller chercher un QB ? Tenter de sauver les meubles ? On fait quoi ? Déjà, à mon avis, c'est de stopper l'expérience Jake Browning parce que ça fonctionne pas. Je veux dire, à un moment, il faut quand même être lucide sur les résultats. 26 sur 40, 251 yards, 3 touchdowns, 3 interceptions. On pourrait se dire, on a certes vu pire, mais les 3 touchdowns arrivent très, très, très tard dans le match. C'est le garbage time. Hein, c'est le garbage time. Ils marquent 21 points en 4e quart-temps. À ce moment-là, ils sont déjà très, très loin. Avant cela, Jake Browning, il avait lancé moins de 100 yards et il avait déjà lancé ses 3 interceptions. Non, malheureusement, malgré l'entourage dont il dispose, avec lui, l'attaque n'avance pas. Alors, il dispose malheureusement de la même protection que Joe Burrow, c'est-à-dire qu'on va la qualifier au mieux de suspecte. J'ajoute juste dans ses stats un fumble aussi. Exact. Il y a autant pour moi, je n'ai pas voulu l'accabler. Pauvre. Donc il dispose de la même protection suspecte que celle dont disposait Joe Burrow, mais Jake Browning n'est pas Joe Burrow parce que sinon il s'appellerait Joe Burrow et ça se saurait. Et pourtant, il a ses joueurs clés. Voilà, Ja'Marr Chase qui fait 110 yards, André Yoshivas qui en fait 82. Tu regardes sur le papier, tu te dis pourtant c'est pas si mal que ça, mais non, avec lui ça ne peut pas fonctionner. Alors effectivement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut se tourner vers un de ses remplaçants ? Mais comme tu l'as dit, le casting fait quand même pas rêver. Brett Ripien, moi, je lui confierais pas mon offense si j'étais head coach. Je préfère le voir sur la touche. Sinon, il va falloir se tourner vers la free agency. Il va falloir voir si, je sais pas, il y a pas au hasard. Non, il y a peut-être que il y a un quarterback qui a pris sa retraite là il y a quelques mois du côté de la Louisiane. Peut-être que son épaule va mieux. Peut-être que ça vaut le coup de lui passer un coup de fil. On ne sait pas. Mais tant qu'à trouver quelqu'un qui sait à quoi ressemble un snap sur un terrain de foot US, moi, je pense que ça donne à réfléchir. Kirk Cousins. Il est Atlanta, c'est en Louisiane maintenant. Non, mais t'as aussi séché la géo en fait à l'école. Non, mais qui t'a rappelé des mecs paumés, autant rappeler Kirk. Il n'a pas pris sa retraite, hein, Kirko. T'es au courant ? Cousins, il n'a pas pris sa retraite, et ensuite Cousins, il est. Enfin. Non, mais attends. Dans ce cas-là, comment veux-tu qu'ils le payent ? Ils ont tortiller des fesses pour payer Trent Hendrickson à l'intersaison, quand tu veux qu'ils sortent le pognon pour racheter le contrat de Kirk Cousins qui est énorme. Alors, oui, mais alors dans ce cas-là, on remet l'argent du contrat sur les Saints alors. Alors honnêtement, je ne sais. Alors sur les Saints, non, mais sur est-ce que justement, effectivement, s'il sort de sa retraite, il n'y a pas une rétroactivité du contrat ? Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. C'est pas impossible. Parce que là, il a fait, entre guillemets, cadeau aux Saints en partant à la retraite du versement du truc. Mais s'il revient au jeu, est-ce qu'il n'y a pas... Parce qu'officiellement, il est encore sous contrat avec les Saints. Donc, je ne sais pas. Par contre, que Russell Wilson, qui n'a pas un gros salaire à New York et qui est natif de Cincinnati, soit... Et qui a qu'un an de contrat. Et qui a qu'un an de contrat, soit dans la balance, éventuellement avec un Trey Hendrickson pour un trade, ça... on n'en est pas loin, je vous le dis. Moi, je le dis depuis longtemps, hein, que ce soit Russell Wilson ou Jameis Winston, pourquoi pas, hein, ça pourrait le faire. Mais alors, à mon avis, il lâcherait pas Trey Hendrickson pour Jameis Winston. Hein, non plus, mais je pense qu'il va falloir des tours de draft derrière. Galère. Après, il faut voir ce qu'il en est. La chance qu'ont les Bengals, c'est que les Ravens se sont effectivement dans la panade également. Donc, ils peuvent encore aller sauver cette division, au moins la deuxième place. Mais il y en a encore deux autres des équipes. Mais attention, faut pas perdre de temps, faut se dépêcher. Ça commence à faire longtemps qu'on commence à le dire. Et puis, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que le problème, c'est que
quoi qu'on change au niveau du QB, la protection restera la même. Et la défense est poreuse. Parce Et que ils n'ont pas de jeu au ok. sol. Non, mais Et on pourquoi peut dire ce qu'on veut. On peut dire ce qu'on veut, mais ok, tu me dis, ils ont marqué que 3 au début du troisième Oui. quart-temps, du quatrième quart-temps, ils avaient que 3 points. Mais c'est comme les Broncos. Mais sauf que la défense des Broncos tient le match. Et La défense des Bengals ne tient rien. il est Ce n'est obligé pas de nous parler possible. des Broncos. Hein. Mais non, mais c'est pour. Je croyais que cette défense allait les amener au Super Bowl cette saison, mais c'est incroyable. Tu me dis que ça va pas être le cas. Mais j'en tombe de ma chaise, mes amis. Non mais il faut voir cette défense. Quoi. Je sais pas, à un moment donné, je veux bien mettre un autre QB, n'importe qui, mais qu'est-ce qu'il peut y faire de ce côté-là du terrain? Je veux dire, à un moment donné, ils se font rouler dessus. Et quand j'entends qu'ils veulent potentiellement changer pour avoir un QB contre Trey Hendrickson, qui est leur meilleur défenseur, mais sérieusement, faut arrêter un peu là. Là, dans ce cas-là, ils hypothèquent carrément tout. Et puis c'est fini, il n'y a même plus d'avenir à Cincy. Et puis c'est fini. Cette franchise, Yaya, je te laisse le dire, mais la franchise, elle sert à rien. Non, mais Trey Hendrickson, le problème de Trey Hendrickson, c'est qu'il a même pas été prolongé. Son contrat, il a été juste renégocié. Donc, au final, à la fin de l'année, le problème va être le même, et il va partir à la fin de l'année. Donc, c'est aussi simple que ça. Hein. Juste une chose, grâce à notre ami Mathieu Van Ball, j'ai vu une super stat à un moment du match. Le meilleur plaqueur de Cincinnati, c'était Jamar Chase. Je l'ai vu aussi. La vache. Merci, je l'ai vu aussi. Merci Mathieu, Donc, qui nous écoute toutes les semaines en plus. On salue notre Mathieu. Voilà, et qui est fan de Joe Burrow, qui retourne dans sa franchise de cœur d'Atlanta. Hein. Bon, le pauvre. Non, mais Trey Hendrickson qui se démène tout seul dans cette défense. Et imagine s'il avait pas joué, quoi. Ah bah s'il n'avait pas joué, ils en prenaient 50 par match. Hein. Mon Seb, 2 sacs et demi. Hein. Je voulais rebondir sur un point que Vince faisait remonter, c'est sur le fait que effectivement dans la FC Nord, tu as Baltimore qui a ce qu'on appellera un gros coup de mou et que Cincinnati aurait une carte à jouer. Alors moi, j'ai envie de dire, c'est pas tout à fait faux parce que après tout, les Bengals ne sont que 2-3, ils ne sont qu'à... Ils sont devant les Ravens. Voilà, ils sont devant les Ravens, mais encore faudrait-il avoir les moyens de profiter de ce trou d'air, et là, ils l'ont pas. Et je vais même, allez, quitte à être provocateur, je pense même que Cleveland, qui a 1-4, mais qui, encore une fois, est passé à ça de la victoire contre Minnesota ce week-end en Angleterre, est peut-être plus proche de profiter de cette grosse faiblesse de Baltimore que ne l'est Cleveland. Cincinnati, là, il y a un très gros chantier s'ils veulent sauver la saison. Et puis en plus de ça, c'est pas parce que tu arrives deuxième de division que tu te qualifieras. Attention, hein, il faut avoir meilleur que les autres divs. Donc, Et puis, c'est l'impression qu'ils nous donnent, on n'a aucune impression de maîtrise de leur sujet. Depuis la week 2, il n'y a plus rien en fait. Depuis la blessure de Joe Burrow, il n'y a plus rien. J'irais même jusqu'à dire que c'est depuis l'an dernier en défense, ils sont pas du tout maîtres de leur défense. Ils la subissent. Il commence par un 2-0 avec Joe Burrow. Il arrivait à sauver les apparences. Là, visuellement, ligne poreuse, défense. C'est poreuse. Non, c'est pas le terme que j'utiliserais. Généreuse. Non, mais là, c'est joli. C'est. Enfin, voilà. Enfin, j'ai l'impression, tu vois, il voit passer quelqu'un. Ah non, mais je vais pas te plaquer. Vas-y, quoi. Donc, c'est très, très compliqué. Et en plus, du coup, tout ce qui découle de la ligne offensive, c'est compliqué. Et en plus, du coup, si ta défense défend pas, l'attaque arrive sur le terrain et se fatigue. Et s'ils se fatiguent, ils font des conneries. S'ils font des conneries, la défense revient. Ils se font prendre. Et c'est un enchaînement. Après, il y a une solution pour les Bengals, qui est une solution intermédiaire. Déménager ? Non, laisser Jake Browning sur le terrain encore une semaine. Et vu l'adversaire qui arrive, il y a des chances. C'est les Packers de Green Bay. Il y a des chances qu'ils finissent à l'infirmerie. Donc, vu sa ligne offensive. Donc,
là Donc du là. coup, bon, peut-être que Oui, et puis le match d'après, c'est les Steelers, hein, donc excuse-moi, mais il y a des chances qu'un des deux envoie voir des étoiles. Donc voilà. non, mais après, Yaya, Après, c'est les tu Jets. dis que Joe Burrow a sauvé le début de saison avec 2-0 et que c'était. Mais attendez, ils ont gagné contre les Browns d'1 point et ils ont gagné contre les Jaguars à C'est un domicile de miracle. 4 points hein, monsieur et Jaguar. en prenant 27 points par les Jaguars. Et à un Non, mais moment les donné, Jaguars, moi, un peu de respect. Ils sont 3-1, les Jaguars. je veux bien qu'on dise à la limite que oui, ils étaient à Voilà. 2-0, mais il faut regarder ont- les ils adversaires ont- et il faut ils ont regarder peut-être comment le ils les gagnent. Et puis après, ils se prennent 48 points chez les Vikings, 28 par les Broncos et 37 par les Lions. Il faut arrêter. Non, la défense, elle est pourrie. Elle n'est pas là. Elle est plus que généreuse. Elle est offrante. Ah ouais. Non, je sens qu'il va dire un truc sale, je sais pas pourquoi, donc je vais lui couper la parole tout de suite. Absolument pas, absolument pas. Bah, on a tous vu ton regard là, Vitreux. vitreux, visqueux, tout. Il est tout. Non, Mais- non, j'étais en train d'ouvrir Non, les sections non, que tu m'envoies. On voulait pas savoir. En off. Les amis, on a parlé des Bengals, on va parler d'une autre équipe qui est inquiète en AFC Nord, c'est les Ravens de Baltimore. On en a légèrement parlé tout à l'heure en disant que les Bengals n'étaient peut-être pas les plus à plaindre dans cette division. Les Ravens, je me rappelle d'une discussion qu'on a eue il y a 2 semaines de ça en off, juste avant le débriefing de la week 4, ou de la week 3, où on avait dit, bon, s'ils perdent contre Kansas City, à la rigueur, c'est moins grave pour Baltimore parce que ils avaient fait une bonne performance contre les Lions, ils avaient fait une bonne performance contre les Bills. Même à 1-3, il n'y avait pas de quoi être inquiet. Oui, mais voilà, il y a eu cette grosse défaite contre les Chiefs et il y a eu dimanche, une véritable débâcle sur leur terrain, défaite 44-10 face aux Houston Texans qui étaient apathiques en attaque depuis le début de la saison. Là, ils ont trouvé des solutions tout le temps, 8 possessions, 8 fois ils ont marqué des points, les Texans. Bref, c'est parti dans tous les sens. Alors, il y a beaucoup de blessés du côté de Baltimore, on le sait. Mais Vince, les Ravens, est-ce que leur saison elle est déjà terminée? Alors, on va éviter de trop non plus tirer. Non, on évite sait pas. jamais. Moi, je suis là pour lancer des débats qui vous font vous cartonner entre vous. Alors oui, elle est terminée. Non, mais on sait jamais. Il peut y avoir une grosse remise en question et que ça reparte bien. C'est vrai que le début de saison en 1-4, il est quand même pas fifou, comme dirait quelqu'un. Mais surtout, ce qui fait peur là-dedans, c'est l'ampleur des défaites. 41 points encaissés par les Bills. Alors certes, ils en mettent 40, mais ils en prennent 41. 38 points encaissés à domicile contre les Lions, 37 points encaissés chez les Chiefs, 44 encaissés par les Texans à domicile. Elle est loin la défense des Ravens de Jack Del Rio. Moi, je vous Non, le dis. mais Faudrait qu'il rappelle Jack. Ah non, qu'il le laisse là où il est très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que ça fait peur. En fait, ça fait peur de voir ces Ravens glisser de cette façon-là et aussi rapidement. Parce qu'on a clairement l'impression d'un laisser-aller total où en fait on se dit de toute façon on n'y arrivera pas. Et au fur et à mesure que le match avance, on a d'autant plus cette impression. Et ce qui fait peur par-dessus tout, c'est qu'on ne ressent pas, au travers de l'écran et au travers de toutes les images que l'on voit, ce sentiment de révolte, ce sentiment de « ok, j'y arrive pas », comme Seb, tu as pu le vivre dans un match de football américain. Les autres, j'en parle pas, ils n'y ont jamais joué. Mais quand tu te fais dominer, et ça arrive forcément dans une carrière, dans un match ou quoi que ce soit, à un moment donné, tu te dis « Ok, je me fais dominer, mais là, je vais remettre du momentum, je vais remettre de l'engagement, je vais remettre de la puissance pour essayer de renverser les cours des choses et embarquer mon équipe avec moi. » Mais ça n'est pas le cas. Ils n'y arrivent pas. Alors, est-ce qu'ils n'y arrivent pas? Est-ce qu'ils n'en ont pas les moyens? J'en sais rien. Mais je trouve qu'en tout cas, je les ai trouvés très passifs, très subissants. Et c'est ça qui me fait très très peur pour la saison des Ravens. Je ne vois pas comment ils vont pouvoir s'en sortir. Heureusement, pourquoi pas. Alors, il va falloir. C'est des équipes qui sont à leur portée normalement, mais ils jouent les Rams à domicile, puis Alors, les les Bears. Rams, ça va être costaud. compliqué. Mais en début de saison, on se dit c'est une équipe qui normalement Oui. ils doivent les battre 100 fois. Oui, Pour mais vis-à-vis de leur standing et les ce qu'ils matchs. visent,
ils doivent les battre. Donc oui, Rams, Bears à domicile, ce sont 2 must-win maintenant. C'est obligatoire, ils sont obligés. Alors, je vais élargir le spectre si tu le veux bien, parce que c'était ma question précisément. Élargis le spectre. C'est que est-ce que Seb, finalement, le salut pourrait pas venir de la bye week des Ravens? Je m'explique. Il y a donc ce match la semaine prochaine contre les Rams. C'est dimanche à 19h. Ensuite, on a dit, au niveau des blessures, il y a beaucoup de blessés, un peu comme JJ McCarthy de 2 à 4 semaines. Lamar Jackson, c'était 2 à 3 semaines. Il y en a beaucoup qui sont blessés aux alentours de 2 semaines, 1 mois. On a dit ça avant la semaine dernière. Donc, après le match des Rams, ça fera déjà 2 semaines. Il y aura une semaine en plus en bye week pour récupérer. Et derrière, il y a un calendrier qui leur offre Bears, Dolphins, Vikings, Browns, Jets. Et Bengals, tu peux mettre les Bengals aussi. Et Bengals. Est-ce que, finalement, cette bye week, ça pourrait pas être un espèce de détonateur pour retrouver les joueurs blessés et relancer complètement les Ravens dans cette saison? Cette bye week, elle doit être de toute façon attendue avec beaucoup d'impatience, hein, là, du côté des Ravens, pour les raisons que tu as évoquées. Très vite, hein, faut rappeler tout de même que la liste des blessés, elle est impressionnante, particulièrement en défense. Il y a 2 des corners, Awuzie et Marlon Humphrey, qui étaient out. Roquan Smith, qu'on a vu sur la touche dimanche, qui est out. Odafe-Oweh, le defensive end, pareil, qui était questionable avant ce match. Kayvon Noy, pareil, qui s'est blessé. Bref, il a joué dimanche, en effet. Mais Madou par contre, est out saison, par exemple. Oui, voilà, il est out saison pour une blessure au cou. Voilà, n'en jetez plus, la coupe est pleine. Et alors, je vais vous dire quelque chose que, franchement, voilà quelque chose que j'aurais pas cru dire cette saison à un moment. En scoring, la défense des Ravens est actuellement 32e. Ouais. C'est vous dire si la situation est grave pour Baltimore, qui a depuis très longtemps bâti sa réputation sur sa défense, même si son attaque n'était pas en reste jusque-là. L'attaque se comporte encore bien statistiquement, elle est 6e en scoring, mais une fois de plus, en attaque, il te manque ton maître à jouer, il te manque Lamar Jackson, c'est quand même un ex-MVP, c'est pas rien. Ton remplaçant, c'est Cooper Rush, et comment dire, si tu as bâti ton attaque autour d'un joueur comme Lamar Jackson, on peut dire sans trop se tromper que Cooper Rush n'a pas exactement le même style de jeu. Hein. Cooper Rush, quarterback double menace, il est derrière le centre, quoi. Cooper Rush, quarterback double menace, ça serait quand même un scoop. Donc du coup, en fait, tout souffre, et notamment leur habituelle domination au sol. Tu as un Derrick Henry qui n'arrive plus à trouver sa place parce que au sol, tu avais cette menace Lamar Jackson qui était permanente, et les défenses, en particulier les secondeurs défensifs, tout le corps de linebacker, savaient que s'ils se faisaient pas perforer par Derrick Henry, ça allait être par Lamar Jackson. Tu as complètement raison, tu as toujours l'autre side linebacker qui couvre l'opposé de la course de Henry, qui a toujours un œil sur Lamar Jackson normalement, et là il ne l'a pas puisqu'il peut se focaliser sur la course directe. Exactement, et la preuve, ce pauvre Derrick Henry, dimanche, 15 courses, 33 yards, alors un touchdown certes, mais 2,2 yards par portée, c'est quand même pas... Et surtout, je l'ai vu se faire stopper par des défenseurs, mais net, se faire stuffer, comme je l'ai rarement vu se faire stuffer. C'est à se demander ce qui se passe, quoi. C'est vraiment, vraiment inquiétant. Moi, je veux pas, je ne suis pas dans le secret des Ravens, et peut-être qu'on a beaucoup de fans des Ravens qui pourront nous éclairer sur ce sujet. Moi, je me pose une question sur Derrick Henry quand même. Hein. Je veux pas, c'est pas sur ses performances, mais c'est sur son utilisation déjà. Il est à 12,8 courses par match depuis le début de la saison. Et encore, c'est parce que ça englobe le premier match où il fait 18 courses. Hein. Sinon, depuis, c'est 11, 12, 8, 15. D'accord ? L'an dernier, c'était 19,1 courses par match. D'accord ? Donc, on est à quasiment 7 de moins. Quand il était chez les Titans, je vous en parle pas, c'était 21,8, 27,4, 23,6, etc., etc. C'est-à-dire que là, ils sont clairement en sous-utilisation de Derrick Henry. Il a fait, si on enlève son premier match, aucun match à plus de 50 yards. Aucun. C'est parce que comme la défense se fait
perforé et qui se retrouve très vite dans un trou à 15-20 points, voire plus. Regarde, là, à Oui, la mais mi-temps, regarde il y a la semaine 24-3. dernière. Il y a Oui, non, mais 24-3 à la Mais mi-temps. la semaine Tu peux dernière pas donner contre ton jeu de course. la T'es la obligé semaine de courir au dernière score. la semaine dernière contre les Chiefs, ils mènent et c'est eux qui prennent le score au début. Ils mènent 7-0 et pourtant, il laisse Derrick Henry sur le banc. Il est sur le banc. Il a 3 portées de ballon dans la première mi-temps. Enfin, il y a un truc. Et quand tu le vois hier marquer son touchdown, parce qu'il va marquer son touchdown, son 110e en carrière d'ailleurs, bravo à lui au passage, mais il a besoin de 3 tentatives en goal line, quasiment, pour réussir à marquer. L'an dernier, à la première, ça passait. Hein. Alors, là, Parce que ils sont stoppés 2 fois en goal line. Tu te dis, et encore, hein, il marque sur un 8e effort. Hein. Il a fallu qu'il pousse. Hein. Mais parce que je pense que le jeu au sol à Baltimore est dépendant du quarterback. C'est pas une élucubration de ma part. Hein. Je sais que ça paraît complètement contre-intuitif de dire ça, mais en l'occurrence, dans le cas d'école qui est l'attaque de Baltimore, le jeu au sol, il est dépendant du quarterback. Il est dépendant de Lamar Jackson. Il n'y a pas de secret. Depuis qu'il est dans la ligue, Baltimore, ils sont 4-11 quand Lamar Jackson ne joue pas. Et on peut dire ce qu'on veut. On peut dire que en playoff, il n'arrive pas à signer le deal. On peut dire ceci, on peut dire cela. Toujours est-il que quand il n'est pas là, Baltimore, ça marche pas. Oui, et puis après, attention, parce que Derrick Henry, il n'y a pas que non plus ce nombre de portes et tout ça, mais moi je me pose vraiment la question de savoir s'il est vraiment dans sa pleine forme, s'il est en pleine possession de ses moyens. Moi, je suis pas sûr qu'il ne prenne pas un truc, hein, honnêtement. Parce que son utilisation et sa faible utilisation pourraient faire penser ça, mais aussi au niveau des fumbles provoqués par Derrick Henry. On en est déjà à 3 depuis le début de la saison, avec en plus de ça un nombre de courses drastiquement réduit, alors que l'année dernière, il était à 3 sur toute la saison, sur les 17 matchs. Donc, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans cette équipe. Je ne sais pas d'où ça vient. J'espère que on reverra le Derrick Henry comme on l'a vu dominant, parce que c'est un joueur quand même qui, quand il est dominant, est fantastique à voir. Mais je suis vraiment circonspect par rapport à tout ce qui se passe, à tout ce que l'on voit. Alors, vas-y, mon Yaya, fais la remarque que tu fais. King Henry, il a 31 ans. Oui, non, mais d'accord, mais il avait 31 ans contre Buffalo quand il fait 169 yards au premier match aussi. Oui, mais... Ah ouais. Il a pas pris 3 ans en 2 semaines. Il vieillit aussi. Il vieillit toutes les semaines, oui, mais bon. La remarque de Yaya, elle est pertinente. Hein. Mais bien sûr qu'elle est pertinente. C'est l'âge à partir de laquelle les running backs déclinent. Mais c'était même l'an dernier. Il y avait eu cette question l'an dernier quand il est arrivé à Baltimore. On s'était dit, est-ce qu'il n'est pas trop vieux finalement pour réussir à performer? Normalement, à 25 ans, ils sont déjà à la retraite, hein, les running backs. Hein. C'est de la chair à canon. Il y en a tellement de running backs en college football que c'est pour ça qu'ils sont pas ou peu payés. Donc, un gars qui va jusqu'à cet âge-là, si en plus il n'est pas soulagé effectivement par Lamar Jackson autour de lui, forcément, il n'y a peut-être pas la micro accélération qu'il avait avant. Donc, c'est pas. Je serais pas étonné qu'on ait une série running back sur Netflix à la fin de la saison et qu'on apprenne que Derrick Henry il avait un pet quelque part. Je vous le dis, à mon avis. Ils ont tous des pets quelque part, mais le truc c'est que quand tu vieillis, c'est plus impactant que quand t'es jeune. Tu verras quand tu seras vieux, Flav. Oui, je suis déjà plus que Derrick Henry, ça déjà. Oui. C'est déjà ça de prix. On t'a vu lancer des ballons à bon doufle. Hein. Oui, et moi j'ai réussi à les lancer, contrairement à d'autres. Bref, là n'est pas le débat. On passe au coup de gueule, au coup de cœur, au coup de tout ça. Non, pas au coup de tout ça, coup de cœur et coup de gueule, parce que sur Yaya ça va dériver, je le sens. Mon Seb, de qui veux-tu nous parler? Ou de quoi? À votre avis, de qui je sais pas, on va aller en Californie peut-être. On va aller en Californie, voilà. On va aller en Californie du Nord, ou plutôt en Californie du Sud, puisque mes 49ers adorés se déplaçaient au SoFi Stadium, qu'on appelle entre nous Levi Stadium South. Hein. Et donc, pour battre les Rams 23-20 en prolongation. Alors, coup de cœur
et coup de griffe pour moi. Très satisfait de la victoire, bien sûr, surtout face à un rival de division. Gros point de satisfaction sur l'escouade offensive actuelle qui est composée de remplaçants, mais qui a bien tourné. Matt Jones vraiment bien en rythme, en particulier avec Kendrick Bourne, qui a été une très très bonne surprise sur ce match. 10 réceptions. La Réunion Patriots. Qui arrive des Patriots. Et la logique derrière, c'est que ce groupe de joueurs, c'est celui qui, a priori, prend le plus de reps ensemble à l'entraînement, puisque c'est tous des 2 ou 3 sur leur poste. Donc la cohésion semblait vraiment logique. Une défense qui joue très très bien et d'ailleurs qui clôture le match, puisque c'est elle qui provoque la perte de balle qui va stopper le dernier drive de Jacksonville. En revanche, toujours pour cette attaque de Los Angeles, pardon, j'ai la défaite contre Jacksonville qui m'est toujours restée en travers de la gorge depuis la semaine dernière, donc qui provoque l'arrêt du dernier drive des Rams. Par contre, toujours pour cette attaque, qu'est-ce qu'elle est standardisée, hein, c'est pas original. Et il va falloir creuser un petit peu dans la boîte à idées pour dynamiser un petit peu tout ça, parce que c'est passé contre les Rams. Alors, c'était un bon match. Je trouve que ce que les 49ers ont proposé contre les Rams était de bien meilleure qualité que ce qu'ils ont proposé contre Jacksonville ou même contre les Saints la saison dernière. Contre les Cardinals aussi la semaine d'avant. Ou contre les Cardinals également, hein, c'était vraiment abyssal. Il va falloir faire preuve d'un petit peu plus d'originalité. Et par contre, j'ai déjà fait une croix sur le fait qu'on aura tous les titulaires en même temps sur le terrain. Hein, ça, alors, George Kittle, je crois que c'est déjà week 7 ou week 8, ça a été annoncé. Il reviendrait pas avant. Je crois que c'est week 7, pas avant. Je crois que c'est week 7. Bon, Brandon Ayuk, on nous a dit qu'il était c'est pas imminent son retour. Donc, à mon avis, c'est pas pour tout de suite non plus. Brock Purdy, voilà. J'ai l'impression que ça va être la blessure qu'on va se traîner semaine en semaine du côté de San Francisco, et toutes les semaines on va pouvoir faire un article forfait pour le match suivant, un peu la Christian McCaffrey 2025, tu vois. C'est grosso modo. Et Mac Jones a été secoué hein, sur ce match. Il a été frappé très durement à 2 reprises et il boitait, il est sorti à un moment. Donc c'est pas rassurant non plus. C'est pas forcément très rassurant, mais en tout cas, une victoire très inattendue des 49ers qui étaient loin d'être favoris dans cette rencontre et qui s'impose en prolongation en plus, parce qu'on sait que physiquement c'est encore plus compliqué. On n'a pas fait toute la liste des blessures, hein, mais notamment offensivement, il y avait Brock Purdy, il y avait Brandon Ayuk, il y avait George Kittle, il y avait Jawan Jennings, il y avait Ricky Pearsall. Il y avait largement de quoi faire. Oui, c'est Yaya qui souffle comme d'habitude. C'est son souffle de zébu qui vous accompagne en cette fin d'émission. Oui, mais quand zébu soif. C'est la tornade qui arrive du côté de Limoges à défaut d'arriver en Floride. C'est pour ça. Tiens, fais-nous ton coup de gueule ou ton coup de griffe, mon cher Yaya. Un coup de griffe ou coup de cœur pour Jackson Dart. On parle pas des sujets qui. Oh, tu l'as crispé là. Oh, tu nous l'as crispé. C'est là où il faut qu'on filme vraiment pour le montrer aux gens. Parce que... Un coup de cœur. Dites-nous si vous voulez qu'on se mette en live pour faire un petit. Vous allez voir, ça va être beau. Non, moi, mon coup de cœur, c'est pour un homme, un vrai, Baker Mayfield. Tu sais qu'il est favori au titre de MVP. Il est passé chez Bookmaker favori pour être MVP 2025. Oh, c'est ouf. J'aimerais tellement. En même temps. Mais ouais, non, mais c'est pas déconnant. Et Daniel Jones, c'est numéro 3. Oui. Faut dire que ce qu'il fait avec l'école, c'est fou. Bah oui. Ouais. Actuellement, pour le classement MVP, c'est Baker Mayfield qui est en tête du classement des bookmakers. Voilà, et oui, Baker Mayfield, 379 yards, 2 touchdowns, voilà, 0 interception. Que dire. Et il se chauffe même avec le public. Donc on a vu une vidéo où il se fait insulter il se fait insulter par des fans des Seahawks et il répond. Voilà. C'est tout ce qu'on aime. Voilà. Donc voilà. Baker Mayfield, Home of the People. Tu es un fan de Baker Mayfield, c'est bien. Je rentre dans le wagon, ouais. Tu rentres dans le wagon. Tant que c'est dans le wagon, tout va bien. Mon cher Vince, va-t-il nous parler des Titans ? Je ne pouvais pas en parler juste pour faire plaisir à Seb, parce que Seb, il faut le savoir, dans le off, m'a proposé de très fortes sommes d'argent pour que je puisse en parler, puisque lui, il voulait parler des Niners et il n'avait pas l'occasion de parler des Titans, donc c'est pour ça que je le fais pour lui, hein, et uniquement pour lui d'ailleurs. Mais non, alors,
moi, c'est pas vraiment un coup de cœur, mais c'est juste le match un peu vraiment casquette de la soirée. On n'en voit pas tout le temps des comme ça. Des Cardinals qui ont vraiment le match en main, qui vont pour marquer un touchdown. Le mec, il lâche la balle 1 yard avant de rentrer dans la zone. Je ne sais pas comment ça peut encore arriver. Je sais pas. C'est arrivé il y a 2 semaines chez les Colts. C'est arrivé la semaine dernière chez les Colts. La semaine dernière, pardon. C'était Ça arrive encore là. Je ne vois pas comment ça peut arriver. Non, mais franchement, ça faut arrêter. Là, moi, c'est mon coup de griffe du soir. Mais oui, il faut arrêter avec ça. Faut arrêter. Je veux dire, il y a un moment, t'es un joueur professionnel, qu'on n'aille pas me dire que le ballon il est trop lourd pour que tu fasses encore 12 cm avec. Alors déjà, il ralentit tellement sa course que le Jarius Sneed est pas loin d'aller lui déloger le ballon des mains. Déjà, et en plus, il fait le mariole à envoyer le ballon. Alors, la réaction de Jonathan Gannon, je sais pas si vous l'avez vu sur le bord de touche, où il lui passe un savon, mais alors monumental, et plus que mérité, mais enfin, je suis désolé, t'es running back 2, parce qu'il faut quand même rappeler qu'il est là parce que James Conner est blessé, tu vois. T'es running back 2 dans une équipe, tu fais une course de 71 yards, qui doit t'amener un TD de 72 yards pour mettre ton équipe à 28-6 au début du 4e quart-temps, et tu fais le mariole à balancer le ballon. Enfin, va jusqu'au bout de la end zone et tu le balances une fois que t'es au bout de la end zone. Je suis complètement d'accord avec toi. Hein. C'est fatigant. C'est tout pour la vidéo, tout pour le folklore. C'est du grand n'importe quoi. Et donc, suite à ça, les Titans qui vont marquer, les Titans qui récupèrent le ballon après, Cam Ward qui envoie un ballon intercepté, le mec en interceptant fait 2 pas, il tombe sans être touché, donc le ballon il sort des mains, fumble, ça tape un autre joueur de ligne qui le renvoie dans sa end zone, repris par un gars des Titans, touchdown. Incroyable. Alors ça c'est vraiment magnifique. Et puis ce dernier field goal à la fin, bah écoutez, qu'est-ce qu'on pourrait demander de plus pour un match Titans Ad Cardinal, j'ai envie de dire, c'était parfait. Et voilà, mais c'est tout. Enfin, bref, voilà. Donc je voulais juste en parler. Si vous l'avez pas vu, regardez le résumé très court, hein, mais le court résumé de ce match-là, il y a des actions absolument. Non, regardez juste le dernier quart. Et encore un résumé. Il y a des actions complètement folles dans ce match-là entre les Cardinals et les Titans, et donc première victoire des Titans du Tennessee, du coup, qui s'impose. C'est ça la finalité. Et en plus, non seulement il a fait le mariole de Mercado, mais en plus, ça cause la défaite de son équipe 15 minutes plus tard. Quoi. Qui aurait pu être à 3-2 et qui se retrouve à 2-3. Et voilà. J'espère qu'ils vont pas rater les playoffs pour une victoire. Hein, les Cardinals. Oh, t'inquiète pas, ils auraient pas été en playoffs quand même. C'est ce que je dis. J'espère pour eux, parce que sinon. T'inquiète pas, même s'ils avaient une opportunité pour gagner, ils trouveraient un moyen pour s'aborder. Comme les Lions dans leur temps. Quand les Lions, c'était les Lions. Non, mais les Giants, mais on n'est même pas en position, mon pauvre ami. Quand on est en position. En position de gagner, ça, non. Ah ben, quand on est en position d'aller en playoff, on bat même les équipes qui sont mieux classées que nous. Mais Jackson Dart, il a le ballon, et puis à un moment, tu sais pas pourquoi. Il a pris ça pour une savonnette sous la douche, et fuite. Il t'envoie le ballon dans les bras des défenseurs. Ça te rappelle tes années en prison, ça. Je sais pas ce qu'il a fait. Je sais pas. J'arrive pas à me l'expliquer. Bref, c'est pas grave. Rookie mistake. Non, c'est pas rookie mistake, c'est nullité mistake. Désolé. Il est nul. C'est une pompe à vélo. On va pas en passer 50 ans là-dessus. Bon. Allez, hop. D'Artagnan. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Tu fais le tour des scores ou pas? Oui, bien sûr. Voilà, on va le faire tranquillement pendant le tour des scores. Enfin, si je retrouve mon tableau des scores, bien évidemment, mais sinon. Alors, nous y voilà. On commence par les Rams, qui ont donc été battus 26-23 par les 49ers. Ça, c'était dans la nuit de jeudi à vendredi. À Londres, les Vikings qui s'imposent 21-17 face aux Browns. Les Browns qui ont mené presque tout le match, qui ont été devant très, très, très longtemps, qui ont été une grosse défense, qui ont eu l'occasion de driver pour pouvoir aller gagner le match. Dylan Gabriel aurait pu être le premier quarterback depuis 1999 à remporter son premier start sous le maillot des Browns. Oui, mais voilà, le sort en a décidé autrement, et notamment Jordan Addison, qui à 30 secondes de la fin va réussir à aller inscrire un touchdown qui va sonner le glas de nos amis de Cleveland. Quinston Jenkins, très très belle prestation quand même. Quinston Jenkins. Quinston Jenkins. Voilà. Très bonne prestation. Et alors, David Njoku,
David Njoku qui nous fait un saut de cabri. Un saut de cabri à la Saquonnet Barclay. Pourquoi vous rigolez? C'est fou. Bon, il va falloir vraiment filmer pour les copains parce que. C'est une honte, monsieur le présentateur. Vous n'avez pas honte de... et tu vois, tu te moques de Jackson Dart, mais tu fais pareil. Tu mets ton équipe dans la merde avec des voilà. Et tu te moques en plus. Non, là, c'est même plus un fumble. C'est même plus un fumble qu'il nous fait après. Franchement, j'y suis allé tout seul. C'est pas lui. Oui, personne lui a demandé de parler de Christian Jenkins. C'est pour mes fans. C'est pour mes fans qui m'écoutent. Ils seront convaincus. Non, mais tu l'as relancé quand même. Un gros coucou à Bertrand qui a rigolé en entendant ça. Ah oui, ça je pense. Oui. C'est malgré tout une bonne première sortie pour Dylan Gabriel. Oui, c'était pas si mal pour Dylan Gabriel. Pas mal pour une première pour un rookie. Pas mal du tout. Les Texans qui s'imposent 44-10 chez les Ravens, on en a longuement parlé dans cette émission. Les Saints qui s'imposent donc 26-14 pour une victoire pour Kellen Moore et pour Spencer Rattler face aux très faibles Giants de New York. Bravo. Les Broncos qui s'imposent 21-17 face aux Eagles. Ça aussi, on en a parlé. Les Cowboys qui gagnent 37-22 face aux Jets de New York. Il n'y a rien qui ne va plus chez les Jets. Aaron Glenn toujours sans victoire. 5 défaites. Lui qui avait dit on arrive, on va pouvoir recraindre à nouveau les Jets de New York. Ouais, bon. Prochain match des Jets, accrochez-vous bien, c'est Jets Broncos et c'est à Londres. Pour ceux qui ont pris des billets, bon courage. Les Colts. C'est bien un Jets pour traverser. C'est pratique. Les Colts d'Indianapolis qui continuent leur petite promenade de santé 40-6, mais qui ont perdu Spencer Schrader, leur kicker, blessé au ligament du genou et qui sera forfait jusqu'à la fin de la saison. Les Panthers s'imposent face aux Dolphins 27-24. Alors on va peut-être en parler mercredi si l'actualité nous a pas rattrapé d'ici là, mais est-ce que pour vous c'est la défaite de trop pour McDaniel? Non. Il va rester? Comment est bâtie la défaite? Oui, ça fait beaucoup trop, ça fait tâche quoi. Franchement, ça fait tâche. Les Dolphins menaient nettement au début de match. 17 points, je crois qu'ils étaient. 17-0. Ouais. Et un 17-0, ouais. Ouais, mais on va attendre. C'est quand leur bye week? Regarde, je sais pas moi. il est concentré sur la biographie de Quishken Jeskins pour l'instant. Il peut pas tout faire. Non, il y a encore un peu. Hein. Il y a encore un peu. Ouais, c'est fin novembre. Ouais, c'est semaine. C'est après le match de Madrid. Donc c'est la semaine du 23 novembre. Ouais, donc juste avant. Jusque là. Hein. Ouais, juste avant Thanksgiving. Ouais, mais de toute façon, perdu pour perdu. Enfin, à quoi ça sert de couper oui, parce que toi, t'es un sentimental, t'aimes bien garder tout le monde. T'inquiète pas, c'est Brian Daboll qui sera viré en premier. Alors, les Buccaneers de Tampa Bay qui s'imposent 38-35 face aux Sioux de Seattle. Gros match entre deux équipes positives et c'est les Buccaneers qui, comme d'habitude, s'imposent sur un coup de pied à la dernière seconde. Les Titans qui s'imposent 22-21, Vince vous en a parlé tout à l'heure, c'était face aux Cardinals. C'est Commanders qui gagnent 27-10, ils étaient menés 10-0 en début de match et ils s'imposent 27-10 à la fin face aux Chargers. Merci Washington d'ailleurs. Les Lions qui battent 37-24 les Bengals et les Patriots qui s'imposent 23-20 face aux Bills. Dernier match qui se joue dans la nuit de lundi à mardi. Les Jaguars de Jacksonville reçoivent les Chiefs de Kansas City. Au niveau des confrontations directes, sur les 8 derniers matchs, c'est toujours les Chiefs qui ont gagné. Est-ce que vous savez, petit instant quiz, et vous le savez si vous avez lu les articles sur The Playoff, qui était le dernier quarterback des Chiefs à avoir perdu contre Jacksonville? C'était en 2009. Oh, 2009. C'était pas Quishken Jenkins, ça c'est sûr. C'était pas Joe Montana, puisque c'était pas Alex Smith, c'est plus tard. Putain, je l'ai perdu. Je l'ai pas. Alors, est-ce que c'est le bon? Allez, je te donne le prénom, c'est Matt. Oh non, alors je l'ai pas. C'est Matt Cassel. Oh oui, mais si, Matt Cassel, il avait été remplaçant aux Patriots. Et le QB des Jaguars, c'était David Garrard. Oh là là là.
Ça remonte un Waouh. peu. Hein. C'est une époque que les moins de 20 ans connaissent pas. Hein. Matt Cassel, c'est lui que je cherchais. Je savais plus du tout le nom, mais je vois de qui Voilà. c'est. Et ben c'est le dernier à avoir perdu contre Jacksonville avec les Chiefs et c'était en 2009. Autant vous dire que ça remonte à un petit peu de temps maintenant. Est-ce que les Jacksonville Jaguars vont vaincre le signe indien ce soir? Ça, vous le saurez. Alors au moment où vous écouterez le podcast, vous aurez déjà le résumé sur The Playoff. Merci mon Seb, merci Yaya, merci Vince d'avoir été avec moi. On se retrouve en milieu de semaine jeudi pour un débat autour de la NFL. Et puis avant ça, mercredi, vous aurez le podcast NCAA de The Playoff. Et vous avez aussi les podcasts NBA qui vont sortir. Il y a le podcast MLB qui est déjà sorti cette semaine. Bref, voilà, The Playoff et sur tous les terrains de sport US comme d'habitude. Encore merci à tous de nous avoir écoutés. Et on se dit à très vite sur The Playoff. Salut tout le monde.